Le MFE, c'est tout simplement la suite du mémoire du cycle licence. En fait, on reprend la logique de travail, des méthodologies de travail qu'on a pu avoir en licence, mais à une différence près, c'est que au-delà de la licence qui était d'être capable de tout simplement construire une réflexion autour d'un sujet, on va être capable de chercher de l'information, de l'assembler et d'avoir un discours assez fluide, une logique derrière de réflexion. En fait, le MFE, il va apporter un degré supplémentaire qui est un degré critique, d'esprit critique. On va travailler sur les mêmes bases, mais on va amener une sensibilité différente où l'étudiant doit être capable, en fait, de prendre du recul par rapport à ce qui a été trouvé, construit, et être capable de ramener sa réflexion. Tout remettre en question, être capable de prendre position et de tout simplement proposer d'autres possibilités, d'autres visions par rapport à la thématique qui a été choisie. Donc en fait, dans cet univers-là, on construit sa propre pensée, on apprend à être autonome, et ça c'est très important pour la suite, en fait, de prendre ses propres responsabilités et de réussir tout simplement à penser un nouveau projet, à penser tout simplement sa vie professionnelle d'architecte. Le MFE peut également être soutenu avec une mention, dite mention recherche. Le MFE mention recherche ne concerne pas tous les étudiants de master, mais uniquement ceux qui souhaiteraient développer une recherche particulière, pouvant éventuellement mener à un parcours recherche, envisagé soit à la fin du cursus universitaire, soit durant leur vie professionnelle. Cette mention recherche, elle correspond à des exigences un peu plus hautes, à des exigences spécifiques, notamment en termes de rigueur scientifique ou encore de production de connaissances inédites. L'inscription dans cette voie correspond à un choix volontaire de l'étudiant, soutenu par sa directrice ou son directeur de mémoire. Si cette dernière ou ce dernier n'est pas membre d'un des deux laboratoires de l'école, un co-encadrement peut être envisagé avec un chercheur, soit du CREI, soit du LAC. En ce qui concerne la soutenance, la composition du jury est un petit peu particulière pour un MFE mention recherche, puisque le jury doit rassembler donc la directrice ou le directeur du mémoire, mais également 2 enseignants qui sont titulaires d'une HDR, une habilitation à diriger des recherches, et 3 enseignants qui sont titulaires d'un doctorat. Le MFE mention recherche peut également être articulé au PFE, dans le cas où l'étudiant souhaiterait développer une thématique commune aux 2 exercices. Et dans ce cas de figure, l'étudiant soutient ces 2 exercices devant un même jury. En termes de perspective, la mention recherche peut permettre à un étudiant de faciliter son inscription dans des formations post-diplôme. Et je pense en particulier au doctorat, qui est mené en 3 ans dans une unité de recherche qui appartient soit à une école d'architecture, soit à un laboratoire d'une université. Et puis cette mention recherche, elle peut également faciliter l'inscription dans ce qu'on appelle un DSA, un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, d'une durée d'1 an ou de 2 ans, suivant les domaines. Pour faire suite à ces différentes réflexions que les étudiants vont avoir dans leur dossier particulier, les sujets qu'ils vont aborder, ils vont pouvoir s'adresser à des sujets qui sont relatifs au laboratoire de recherche, notamment le LAC que certains connaissent et le MAPCREI. J'ai commencé par mes chers collègues, donc le laboratoire d'histoire en architecture contemporaine. Donc là, ils vont travailler autour de 3 axes, donc un qui va être beaucoup plus urbain, un second qui va être beaucoup plus histoire, et un troisième qui va être production et réception de l'architecture, donc à savoir comment est perçue l'architecture qui est produite ou qui a été produite au sein des populations, et même le cycle inverse. S'agissant du laboratoire MAPCREI, dont mon cher Julien Meyer est le directeur, nous on va potentiellement travailler sur 2 axes principaux qui sont le premier où on aura l'étude, l'approche numérique pour le patrimoine, donc où on va apporter des outils numériques pour l'assistance à la conservation, au suivi de l'état de conservation du patrimoine, voire même sa valorisation. Et on aura un second axe qui va être principalement orienté vers la conception architecturale, donc comment on va donner, comment on va outiller, comment on va proposer des principes et des méthodes aux acteurs de la conception architecturale pour améliorer, pour les assister, pour les guider dans leur conception et dans leur phase de décision potentiellement finale. Et en l'occurrence, on a déjà encadré
des MFE mention recherche qui traitaient des questions, des thématiques du laboratoire, à savoir par exemple la réalité virtuelle, le patrimoine, et j'en passe bien d'autres, et qui permettent du coup potentiellement, si l'étudiant se sent passionné par ces sujets ou même par d'autres, peut déboucher sur un stage recherche et même un doctorat potentiellement s'il souhaite à la suite de ses études d'architecture devenir chercheur au sein des laboratoires de recherche. Et moi je viens de Champagne-Ardenne, j'habite à côté de Reims, et du coup en tant qu'un peu chauvin, j'aime bien ma région, je voulais faire déjà dès le départ un sujet sur ma région. Et en plus de ça, je trouve qu'elle est quand même intéressante au niveau d'un point surtout, c'est le fait qu'en 50 ans, on est passé d'une économie de Champagne plutôt secondaire, et puis mélangée dans la masse des autres économies, à une économie principale, et puis porteuse de projets moteurs dans l'économie de la région. Donc cette évolution a eu des impacts forcément sur le spatial et enfin les paysages agricoles et surtout les paysages viticoles. Et du coup, c'est sur cet impact que je voulais travailler dans mon mémoire. L'impact que justement cette évolution économique forte, ce changement assez radical a eu dans justement les paysages viticoles, du coup ceux qui sont les plus impactés par ce changement. Donc pour ce faire, je me suis concentré surtout sur 3 côtes qui sont là. Donc la vallée de la Marne, la côte des Blancs et la montagne de Reims. Petit. Et si on parle de paysage viticole, évidemment on parle aussi de champs, de villages, de forêts. Donc j'ai commencé ce travail en faisant une analyse cartographique avec assez méthodiquement en prenant en fait justement l'évolution en plusieurs temporalités de ces paysages, doublé avec une analyse chiffrée. Donc pour voir un petit peu l'évolution réelle qu'a eu l'économie de la région dans les poids des changements et dans le poids de la région et de la vie de la région. Ensuite, je me suis adressé à plusieurs vignerons qui m'ont permis d'avoir leur regard sur justement les changements qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont pu voir, qu'ils ont pu connaître et même leurs avis et leur histoire. Et grâce à eux, j'ai pu du coup avoir des informations assez diversifiées qui sont venues se compléter avec ce que j'avais déjà fait en licence, en travail, où j'avais pris en fait les 45 plus gros bâtiments de production de Champagne-Ardenne, qui sont inscrits à l'Union des maisons de Champagne. Et j'avais fait en fait une analyse comme ça de leur typologie et comment ils avaient été créés pour avoir en fait une vision globale justement de tout le champ architectural du Champagne. Et enfin, en 4e clé d'entrée sur ce mémoire, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, dont celui-ci. Donc ça, c'est cet ouvrage m'a surtout permis d'avoir aussi tous les enjeux qui sont liés au paysage viticole. C'est le collectif PAP qui l'a fait. Et tous les enjeux qui ont été induits sur les paysages viticoles, qui sont induits et qui vont être induits sur les paysages viticoles dans le futur. Donc ces 4 clés d'entrée, la cartographie, les interviews, le travail de licence et les lectures réalisées, m'ont permis d'avoir en fait un plan qui, je pense, encore aujourd'hui est assez objectif, parce que vu que je vis dans la région, justement, je voulais éviter d'avoir une approche assez subjective sur ce sujet. Un plan qui se sépare en 3 parties. Donc, premièrement, des paysages qui sont transformés par justement une logique de production, de rentabilité et de chiffres et d'économie. Comment on fait pour justement avoir des paysages qui restent toujours dans une optique, dans une logique de préservation et de tradition, en même temps d'avoir du coup une logique de rentabilité des productions. Dans une deuxième partie, j'ai voulu plutôt consacrer la consacrer justement à une étude plus concentrée sur certains villages, avec des études de cas au cas par cas, donc sur 3 villages différents, avec une conclusion au final pour comprendre comment ces villages ont pu avoir des enjeux qui ont fait évoluer le paysage et des paysages qui ont fait évoluer les villages. Et en 3e partie, c'était plus l'évolution que ces paysages vont avoir dans le futur, donc c'est-à-dire comment ils vont être adaptés aux enjeux futurs, donc tout ce qui est économie durable et développement durable, environnement, mais pas que. Et donc si je voulais donner un petit peu une réponse à ce sujet de quel impact il a eu, je dirais que en 3 points, on a déjà des paysages qui sont très tiraillés entre 2 notions, c'est-à-dire d'abord une notion de rentabilité et de production, avec une économie forte et en même temps une volonté d'avoir aussi beaucoup de volume, et d'un autre côté une volonté de plus en plus forte des habitants et même des élus, du coup,
d'avoir des paysages préservés qui reflètent un petit peu l'histoire de la région et des traditions. Donc, et en même temps avec l'AOC qui demande ces notions-là. Donc on comprend bien qu'on a deux idées qui peuvent paraître même contradictoires au départ, mais justement c'est là-dessus que les paysages vont devoir jouer dans le futur, en essayant de conjuguer les deux, d'avoir du coup ces deux notions qui viennent se conjuguer, pour du coup dans une volonté d'aménagement de qualité aussi, c'est-à-dire d'avoir une compréhension de comment les paysages ont été comme ça, sont comme ça, comment ils ont été évolués, comment ils ont évolué pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, et pour justement avoir un aménagement de qualité dans le futur qui comprend ces évolutions-là et qui justement permet de les adapter aux enjeux actuels. Donc tous les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et tout ça en évitant tous les risques qui peuvent être liés. Et j'en ai soulevé deux qui peuvent paraître peut-être un peu anodins comme ça de prime abord. D'abord, c'est une certaine uniformisation de la Champagne qui pourrait arriver dans les prochaines années, avec justement l'idée d'avoir des maisons de plus en plus grosses. Les maisons de champagne sont de plus en plus importantes, les coopératives sont de plus en plus grosses. Toutes ces entreprises-là veulent avoir forcément de la rentabilité. Donc justement, si on trouve un système qui pourrait se copier-coller et puis avoir une meilleure rentabilité tout en étant qualitatif, il faut essayer d'éviter justement d'avoir ce problème-là qui pourrait se poser. Sinon, on pourrait perdre l'identité des territoires. On imagine bien que ce qu'il y a dans la vallée de la Marne, les paysages de la vallée de la Marne sont totalement différents de ceux de la Côte des Blancs. Donc il faut justement essayer de préserver cette différence-là dans le futur. Et le deuxième élément que moi je dirais est important aussi pour le futur, c'est une sectorisation des classes qui est de plus en plus importante. On a l'impression dans la Champagne ces dernières années surtout, avec justement des villages qui pourraient être avec des lotissements qui regroupent justement une certaine classe sociale et puis des centres qui regroupent une autre. Donc il faut éviter d'avoir ça justement parce qu'on sait que les UP ont posé beaucoup de problèmes et sont encore des problèmes aujourd'hui. Donc, je dirais que mon sujet pose ses limites aussi sur les questionnements, par exemple, de comment les documents d'urbanisme qui se veulent de plus en plus globaux, c'est-à-dire qui englobent des intercommunalités, les PLUI, font pour essayer d'impacter le paysage, comment ils les impactent justement, comment ces évolutions vont impacter le paysage. Et dans une deuxième partie, moi j'aimerais bien me poser les questions aussi des néo-ruraux, avec comment on fait pour justement accueillir ces néo-ruraux dans les paysages champenois, sachant que justement on a toute cette préservation et toutes ces qualités qu'on veut garder et pas bouger. Comment on fait pour accueillir des nouvelles personnes justement dans ces villages qui veulent rester ce qu'ils sont aujourd'hui. Et si on arrive à répondre à toutes ces questions, et peut-être qu'on arrivera à rester comme ça. Voilà. Merci. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est par rapport au futur. Alors, je ne suis pas très informé sur la question, mais j'avais entendu parler de stratégie des viticulteurs d'achat de terres dans des territoires dont le climat permettrait de continuer la production avec le changement climatique. Et j'ai pas l'impression de vous en parler, alors que quand même c'est quand même une question qui va se poser. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas un risque d'assèchement d'une filière là où elle est aujourd'hui localisée, ou de transformation de cette filière? J'ai l'impression que c'est quand même une question qui est d'actualité ou pas? Oui, si, justement, même dans les interviews que j'ai pu avoir avec les vignerons, justement, c'est une question qui avait été soulevée, de savoir en fait si même la Champagne ne pourrait pas se déplacer petit à petit avec le temps en fait, jusqu'en Angleterre. Oui. Parce que justement, Tétergé ont acheté des terres en Angleterre pour justement faire ça. Donc, en fait, moi, je suis parti du constat que l'AOC, elle a un périmètre délimité, et que justement pour des questions justement d'économie peut-être nationale et même locale, l'AOC ne va pas vraiment bouger, elle peut s'étendre, mais elle ne va pas justement bouger vers le nord. Et c'est ce que justement les grosses maisons essaient de voir encore aujourd'hui, donc ils préfèrent plutôt changer de cépage et avoir justement des cépages qui pourraient être plus adaptés dans les prochaines années, plutôt que d'essayer de monter en fait petit à petit. Mais qui permettrait donc de continuer à avoir le même type de production et la même qualité de production. Les cépages pourraient être adaptés en fait justement pour la production qu'on a aujourd'hui, tout en ayant l'idée c'est aussi de garder la qualité des cépages qui sont déjà aujourd'hui. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir des terres
en Angleterre. C'était plus pour un champ expérimental. Et puis en plus, ils peuvent pas l'appeler Champagne, du coup, vu que c'est pas fait en Champagne. Oui. Du coup, c'est plus en fait pour étendre en fait leur offre et puis monter en fait pour avoir des productions locales en fait en Angleterre directement. Et l'idée en fait, c'était aussi pour voir aussi justement si les cépages étaient adaptés là-bas, mais ça c'est pour des autres questions. En fait, les maisons font beaucoup d'expérimentations comme ça, même dans mon village à côté de chez moi, il y a des expérimentations pour essayer de voir comment ça pourrait se développer, mais pas forcément le développer justement plus tard. En fait, c'est pour voir. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à produire du champagne de la qualité qu'on a aujourd'hui, avec un changement, un réchauffement climatique sur ces mêmes territoires. C'est ce qu'ils veulent faire. Et justement, c'est ce qu'ils veulent, c'est une chose, mais c'est. Et j'ai pas compris si c'était vraiment par exemple, envisageable ou si c'est le champagne même qui va évoluer. Et voilà, donc après ça devient un horizon un peu plus incertain. Par exemple, justement, en fait, il y a un problème. Pour aborder cette question-là, du coup, il y a un problème en fait sur le soleil qui tape sur le raisin est de plus en plus long. En fait, il y a trop de soleil qui tape sur les raisins. Oui. Et du coup, pour éviter que ce soleil-là tape sur les raisins, en fait, ils mettent des arbres, mais pas des arbres de vitiforesterie ordinaire, mais en fait ils mettent des arbres très calculés avec justement, c'est ce qu'ils essaient de faire. Donc en gros on modifie le climat sur la vigne pour qu'elle puisse garder les mêmes caractéristiques productives. Ouais. D'accord, ça j'avais pas bien compris, mais j'ai l'impression que vous en parlez pas beaucoup de cette question. Un peu aussi dans la dernière partie, mais c'est peut-être pas une... En fait ce que je comprends pas c'est jusqu'à quel point c'est une question importante, parce que quand même vous démontrez bien qu'il y a toute cette économie qui se tient, voilà, qui est locale et mondialisée surtout. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, est-ce que ça tient? C'est quoi l'horizon objectif de maintien de ce type de production? Et j'ai pas l'impression d'avoir bien compris. Mais en fait, c'était surtout parce que justement, les maisons sont implantées, les boîtes sont implantées encore aujourd'hui, les travaux sont, les employés sont là, tout le monde est là, et justement, il y a une économie locale qui est quand même vraiment forte. Demain, le champagne tombe. La région tombe. Non, mais ça j'ai bien compris. Justement, la question c'était de savoir est-ce qu'on mesure ce risque-là. C'est juste ça. Ah oui, clairement. Toutes les maisons travaillent dessus. Toutes les maisons travaillent dessus. Ouais. Et aujourd'hui, c'est incertain ou non. Il y a par exemple, justement, j'en parle. Il y a un moment, on voit une photo de quelqu'un qui est en train de planter un arbre dans une vigne. Et dans cette photo-là, c'est Ruinart. C'est Ruinart qui l'a prise. Et c'est une expérimentation qui est au-dessus c'est une expérimentation qui est en Champagne. Et justement, l'idée, c'était de développer la vitiforesterie pour éviter justement d'avoir justement une baisse de qualité. C'est surtout ça qu'ils ont peur. C'est pas tellement une baisse de volume, parce que les volumes sont là, ils continuent d'être là, et il n'y a pas de baisse encore envisagée. Mais c'est plutôt une baisse de qualité. Ou un changement de qualité. Ouais, c'est ça. Donc, avec un impact sur le paysage, parce que c'est ça votre objet. Voilà. Et justement, j'en parle dans la troisième partie. Bon, écoutez, Ok, je vous remercie. Non, mais sinon, non, là, je sais pas, là, j'ai pas d'autres commentaires, mais peut-être pas. Non, donc moi, j'ai vraiment apprécié votre travail. Je trouve qu'il est très brillant, il est clair, il est synthétique. Et ce qui m'a étonné, que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi le fait qu'on sent que vous avez une connaissance fine du territoire et aussi vous avez un lien affectif aussi. En effet, dans la présentation, vous avez dit je cherchais d'avoir un regard plutôt objectif. Oui, vous êtes un sujet, donc évidemment c'est un regard subjectif, mais vous arrivez à prendre la distance nécessaire pour faire un travail scientifique sur ça. Moi, je trouvais ça bien et je l'ai vraiment apprécié. À page 65, je pense que c'est la conclusion, vous faites une affirmation, vous posez une question. Puisque l'économie régit nos sociétés actuelles, elle ne doit plus s'opposer au paysage comme ça l'a été dans le zone commerciale, industrielle et artisanale, sous peine de ne pas réussir à surmonter la crise climatique et sociale qui s'annonce. L'économie doit être conjuguée avec les paysages, les deux doivent se répondre. Donc ça, c'est une question énorme que vous posez, que moi je trouve très intéressante et importante. Donc comment réfléchir donc à un système productif qui vise la valorisation et les soins du territoire? Est-ce que vous avez des pistes de réponse à ça? Ou est-ce que c'est bien ça avec la question? Justement, je renverrai plutôt justement à ce que justement tout le système de vitiforesterie, puis en plus on a forcément besoin de garder la préservation du territoire et de l'image du territoire qu'on a encore aujourd'hui.
parce que justement l'AOC le demande, et l'UNESCO le demande aussi, et surtout l'UNESCO même, parce que l'UNESCO on peut très bien se faire virer à tout moment de l'UNESCO quand on est dans l'UNESCO, et donc justement si on n'a pas un maintien de cette qualité-là et de ce patrimoine-là, on ne peut en sortir. Donc l'idée c'est aussi de montrer qu'on est capable de s'adapter et de correspondre aux enjeux futurs. Et en plus il y a l'État qui le demande avec beaucoup de lois. Mais justement, les maisons essaient de prévoir, j'en parle à un moment aussi dans le mémoire. Il y a un paradoxe. Ouais. Apparemment, il y a un paradoxe. Ouais, parce que d'ailleurs, si ça m'a échappé, c'est que ce dont vous parlez, ces dispositifs microclimatiques, on pourrait dire, pour permettre de maintenir ce type de production, ont un impact physique, visuel très fort. Ouais. Et c'est étonnant. C'est-à-dire, en gros, d'après votre enquête, je comprends qu'il y a des expérimentations qui sont en cours, qu'il y a des solutions qui sont envisageables, mais en termes de paysage, je reviens là-dessus, il n'y a pas de travail de mise en perspective de ce que ce paysage pourrait devenir pour maintenir finalement ses qualités gustatives, on pourrait dire dans un certain sens, tout en changeant d'image. Et ça, c'est tout le paradoxe de ces labels aussi, qui sont extrêmement conservateurs. Et cette idée de conservation dans des conditions qui sont en train d'évoluer fortement sont paradoxales. Ça veut dire que, sinon il faudrait construire une cloche à la documentaire Feuler pour créer un microclimat qui permette de visuellement garder le même traitement de la surface du sol. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que ça, c'est un vrai sujet sur lequel je pense que pour le coup vous n'avez pas assisté, puisque cette dynamique, c'est bien de la regarder de manière rétrospective, mais dans la mesure où vous pressentez, plus que ça, vous êtes au courant d'un certain nombre d'évolutions qui sont en cours d'expérimentation, celles-ci vont avoir inévitablement un impact sur votre objet d'attention, ce qui veut dire que probablement il y a une priorité à donner à ce qu'on produit en termes de qualité et de goût par rapport à une image figée de paysage, ce qui ne veut pas dire que demain on n'aura pas un paysage de qualité mais qui sera différent. Ouais. Oui, mais voilà. Bon, donc du coup, en tout cas, il n'y a pas de vraisemblablement, en tout cas, il n'y a pas d'image pour le moment de cette mise en perspective. Vous voyez ce que je veux dire au sens visuel. En tout cas, j'en ai pas mis beaucoup dans mon mémoire. Ça, c'est vrai. Oui. Mais j'en ai pas mis parce que justement, je voulais pas me prononcer sur quelque chose dont j'étais pas certain que ça allait devenir ça. Parce que justement, comme il y a beaucoup d'expérimentations différentes, on ne sait pas encore quelle va être exactement. La plus pertinente, oui. Par exemple, il y en a qui voudraient espacer les rangs. Ça, c'est une autre question pour aérer plus fortement les vignes, pour éviter les pesticides, plus de traitement. En fait, il faudrait écarter les rangs, sauf que si on écarte les rangs, il faudrait étendre la population pour avoir plus de volume. Donc ça changerait encore énormément le paysage. Donc en fait, au final, on voit bien qu'il y a plusieurs expérimentations comme ça qui sont possibles, plusieurs réponses, mais justement, il faut trouver la bonne. Et l'idée, c'est pas de l'appliquer aussi partout. L'idée, c'est que si sur un territoire, sur dans une zone spécifique, on a besoin de vitiforesterie, il faut de la vitiforesterie, c'est que d'essayer de passer les rangs, il faut espacer les rangs. Enfin, pour moi, c'est ça qu'il faut essayer de chercher aujourd'hui. Et justement, je voulais pas mettre l'image de ça puis montrer quelque chose. Mais il y a des images de ça. C'est-à-dire pas des images de ce qui est expérimenté. Ouais. Je comprends, une expérimentation, plante un arbre, j'en 70, machin, des projections visuelles. J'en ai pas trop. D'accord. Mais oui, là, il y a sûrement un projet à faire là-dessus parce que ça paraît étonnant. Ça me semble en fait essentiel, en quelque sorte, que ces approches soient conjointes. Ouais. Les vignerons aussi m'avaient dit que justement ils attendaient de voir les résultats de toutes ces expérimentations pour savoir ce qu'eux ils allaient faire dans leur propre parcelle. Donc justement faut attendre de voir en fait. Moi aussi j'ai une seconde, juste deux références qui pourraient vous aider dans vos réflexions. La première auquel je pensais pendant que je lisais votre mémoire, c'est un livre de Luc Boltanski et Arnaud Esquer qui s'appelle Enrichissement, une critique de la marchandise. Et c'est un livre qui pourrait vous intéresser parce qu'il déconstruit vraiment comment l'entreprise du luxe se sont réappropriés des territoires, du savoir-faire local. Et je pense que c'est un truc qui s'est passé avec les grands groupes de champagne, les grandes maisons. Et donc c'est vraiment une analyse très fine. Luc Boltanski, c'est un grand sociologue et ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il parle en plus du champagne.
Et après aussi, il y a un livre d'un philosophe qui s'appelle Pierre Kay, et le livre s'appelle Durée, et c'est une remise en question de tous les systèmes productifs. Et il y a toute une partie qui parle aussi de l'agriculture, et comment c'est nécessaire de repenser les systèmes productifs pour durer, pour être inscrits dans la durée. Ok. Donc c'est une critique un peu tous les développements durables. C'est très intéressant d'un point de vue théorique, ça pourrait vous donner des pistes de réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.